bienvenue sur la chaîne. Imagine, juste une seconde, que tout ce que tu crois savoir sur l'origine de l'humanité, sur les mythes fondateurs, sur l'apparition de l'homme sur Terre, ne soit qu'un petit fragment d'une histoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus ancienne et franchement dérangeante. Une histoire qui n'a pas sa place dans les manuels, pas parce qu'elle est interdite au sens cliché, mais parce qu'elle ne rentre pas dans les cadres habituels. Une histoire qui se présenterait comme une mémoire conservée, intacte, enregistrée, transmise à travers des millénaires et restituée par quelqu'un qui affirme avoir vu ces événements de l'intérieur. Maintenant, pose-toi la vraie question. Et si, derrière certains mythes sumériens et égyptiens, il y avait autre chose qu'un folklore poétique? Et si c'était un récit de pouvoir, de guerre, de génétique, de manipulation, raconté avec les mots du sacré, parce que c'est la seule manière qu'une civilisation a de préserver un choc immense sans perdre l'esprit. Si tu es prêt à suspendre ton jugement, à explorer des zones d'ombre, à regarder les symboles non pas comme des décorations mais comme des indices, alors cette vidéo est pour toi. Abonne-toi dès maintenant, parce que ce voyage, qu'on y adhère ou qu'on le conteste, a une puissance rare. Il te force à reconsidérer ce que tu appelles origine, humanité, mythe et même mémoire. Dans les prochaines heures, tu ne vas pas simplement entendre un résumé. L'objectif, c'est une expérience de narration utile. Je vais te guider à travers les grandes idées, te donner du contexte pour ne pas te perdre et surtout ancrer tout ça dans des exemples concrets, des analogies simples et des applications pratiques. Pas pour te dire quoi croire, pour te donner une carte mentale, pour que tu puisses comprendre, retenir et ensuite te faire ton propre avis avec une vision d'ensemble. Parce que la vraie valeur, c'est ça. Comprendre la logique interne d'un récit, repérer ce qui te parle, repérer ce qui te résiste et apprendre à penser proprement au milieu d'hypothèses vertigineuses. On plonge aujourd'hui dans le tome 2 des chroniques du Jirku, Adam Genesish, d'Anton Parks. C'est un livre dense, à la croisée du récit mythologique, de l'enquête personnelle et d'un travail de décodage linguistique. Et dès le début, l'auteur plante une scène qui change la règle du jeu. Il ne part pas d'un raisonnement froid qui conclut donc. Il part d'une énigme intime, presque intrusive. Il explique que, très jeune, il aurait commencé à recevoir des séquences, des flashs, des scènes entières, comme si sa conscience était aspirée dans l'expérience d'un autre être à une époque très ancienne. Pas un rêve doux et flou, plutôt une narration intérieure insistante qui revient, qui perturbe, qui s'impose. Et la question, évidemment, arrive immédiatement comme un verrou. Qu'est-ce que c'est, au juste? Une imagination puissante, une construction psychique, un délire organisé, ou l'accès à une forme de mémoire non conventionnelle, qu'on appelle comme on veut, mais qui, en tout cas, le met face à une matière qu'il ne peut pas simplement balayer. Le point intéressant, c'est ce qu'il décide d'en faire. Au lieu de demander une adhésion mystique, il revendique une démarche de vérification. Il raconte qu'il s'est tourné vers l'étude des langues anciennes, notamment sumériennes, akkadiennes et égyptiennes, parce qu'il pense que les noms, les titres, les structures de récits qu'il voit sont encodés dans ces langages. Et là, même si tu ne crois pas une seconde à l'origine de ces visions, tu peux reconnaître un geste intellectuel rare. Il ne dit pas seulement « j'ai reçu », il dit « je vais tester ». Et ça, c'est capital, parce que ça transforme une expérience subjective en enquête structurée. Imagine ce que ça implique, psychologiquement. Être poursuivi par des images de clans, de guerre, de manipulation biologique, puis passer des années à vérifier des racines de mots, des titres, des concordances, comme un enquêteur obsessionnel qui refuse de se contenter d'un frisson. C'est ce mélange, récit plus démonstration, qui fait la signature du livre, et tu peux déjà en tirer une application concrète, immédiatement utile. Beaucoup de gens ont des intuitions, des idées récurrentes, des obsessions,
des questions qui tournent. La plupart les étouffent ou les transforment en croyances instantanées. La méthode la plus puissante, c'est une troisième voie. Tu notes, tu clarifies, tu testes. Tu cherches ce qui pourrait confirmer ou contredire. Tu ne te moques pas de toi-même, tu ne te vénères pas non plus. Tu fais comme un prospecteur sérieux. Tu as une pépite potentielle. Tu ne la jettes pas parce qu'elle est couverte de boue. Tu ne la vends pas non plus comme de l'or pur sans analyse. Tu la nettoies, tu la pèses, tu la confrontes. Le titre lui-même, Adam Genesis, est présenté comme un premier décodage. Ce n'est pas seulement un clin d'œil à la Genèse. Dans l'interprétation de Parks, ce titre condense une idée brutale. Il associe l'origine humaine à une opération de fixation, de diffusion, de mise en place, presque comme on parle d'une installation ou d'une gestion du vivant. Et ce glissement est volontairement inconfortable. Il te fait sentir, dès les premières pages, que l'auteur ne va pas raconter l'origine de l'homme comme une naissance noble et lumineuse. Il va raconter un scénario où la vie est aussi un enjeu de contrôle, de production, d'exploitation. Même si tu n'acceptes pas la conclusion, tu comprends l'intention, casser la version douce et te forcer à regarder l'hypothèse d'un revers sombre. Ensuite, le récit s'organise autour d'un point de vue central, celui d'un personnage que l'auteur identifie comme Saham, figure qui se relie, dans sa construction, à des noms et des fonctions qu'on retrouve dans plusieurs traditions. On est propulsé très loin dans le temps. L'auteur parle d'un groupe d'êtres intelligents à dominante reptilienne, de clans, de lignées, de tensions internes et d'un exil vers la Terre. Et la Terre, dans cette vision, n'est pas un décor neutre. C'est un enjeu, une réserve de vie, une planète sous surveillance, un territoire que certaines forces veulent préserver et que d'autres veulent utiliser. Le premier effet narratif, c'est la sensation de géopolitique cosmique. Pas juste des extraterrestres, des factions, des intérêts divergents, des alliances, des rancœurs, des héritages de guerre. Et surtout, une logique qui ressemble étrangement à la nôtre, mais à l'échelle mythologique. Parce qu'au fond, que tu sois sur une planète ou dans une salle de réunion, tu retrouves les mêmes moteurs. Le contrôle des ressources, la lutte pour l'autorité, la peur de perdre, la tentation de dominer, et parfois, au milieu, quelques figures qui essaient de stabiliser, d'organiser, de limiter les dégâts. L'une des idées fortes, c'est l'existence de gardiens de la Terre, décrits comme une humanité primordiale, très évoluée, presque intouchable, connectée, harmonieuse. Dans le récit, ces êtres représentent une forme d'idéal, une humanité non brisée, non divisée, non exploitée. Et même si tu lis ça de manière symbolique, tu peux comprendre ce que ça provoque. Ça crée un contraste. D'un côté, des factions qui manipulent, qui se battent, qui calculent. De l'autre, une présence qui incarne une paix, une maîtrise, une unité. Et ce contraste, il te parle aussi sur le plan psychologique, parce qu'on connaît tous cette sensation. Il existe en nous une version haute de nous-mêmes, claire, cohérente, calme, et une version chaotique, impulsive, conflictuelle. Le récit matérialise ce conflit intérieur en le projetant sur des peuples, des espèces, des mondes. Puis l'histoire bascule vers une logique de génétique, de clonage, de création de serviteurs et un événement de transformation inattendu qui change l'équilibre interne du groupe. Là encore, même si tu n'acceptes pas la lettre, tu peux saisir le thème. Quand tu crées quelque chose sans comprendre toutes ses implications, tu peux déclencher une crise que tu ne contrôles plus. Et ça, c'est universel. Dans la technologie moderne, dans la politique, dans l'économie, dans une famille, dans une relation, tu peux faire une action logique et découvrir ensuite qu'un paramètre caché change tout. Le récit insiste sur ce moment où le protagoniste se sent trompé, manipulé, pris dans un plan plus grand que lui. Et là, le vrai point de valeur, c'est la réaction.
Il pourrait devenir paranoïaque, se fermer, se venger. Au contraire, il cherche à comprendre, à corriger, à renforcer sa maîtrise. Il transforme l'humiliation en compétence. Et ça, c'est une leçon de stratégie personnelle. Le monde est rempli de gens qui se brisent après une trahison. Les rares qui progressent sont ceux qui transforment la trahison en lucidité et la lucidité en système. Le récit élargit ensuite le terrain vers un monde souterrain, présenté comme un refuge, avec ses propres sociétés, ses propres alliances, ses propres tensions. Et là, tu vois apparaître une idée importante. Le livre parle d'affrontements majeurs, de bascules de pouvoir, et du moment où des protections se retirent, comme si une force supérieure cessait d'intervenir. Arrive alors une scène de confrontation en surface, construite comme un théâtre de légitimité. Face à une force armée supérieure, le protagoniste n'essaie pas de gagner par la violence brute. Il essaie de gagner par une démonstration d'autorité supérieure, presque psychologique, en faisant apparaître une présence qui renverse le rapport de force sans tirer un coup. Et ça, c'est une leçon très concrète pour toi dans le monde moderne. Beaucoup de conflits se gagnent non pas par l'agression, mais par la preuve silencieuse d'une légitimité, une expertise indiscutable, un calme que l'autre ne peut pas imiter, un réseau solide, une cohérence morale. Puis, derrière le théâtre, le récit dévoile une révélation plus sombre sur l'utilisation des êtres vivants comme ressources, sur la logique de bétail, sur une origine humaine présentée comme le résultat d'opérations qui n'ont rien de romantique. C'est là que le livre cherche à produire un choc moral, à te faire sentir que l'histoire telle qu'il la propose n'est pas un conte de fées, mais une lutte d'intérêts où la vie devient un enjeu de production. Et ici, même si tu refuses le littéral, tu peux récupérer un principe de vigilance très puissant. Les intentions affichées ne sont pas toujours les intentions réelles. Une mission bienveillante peut être détournée, et la seule défense, c'est d'apprendre à poser la question des motivations profondes. Pas une fois, plusieurs fois. Pourquoi? Pour qui? Au bénéfice de qui? À quel coût? À ce stade, si tu as suivi, tu comprends déjà pourquoi ce type de livre attire autant. Il mélange le vertige et la méthode. Il donne des noms, des scènes, des structures, puis il te dit que tout cela s'appuie sur un travail de décodage. Il te laisse dans une tension permanente entre fascination et scepticisme. Et c'est précisément là que tu dois être intelligent. Tu peux ressentir la puissance d'une histoire sans la confondre avec une preuve. Tu peux prendre les thèmes, les mécanismes, les leçons, sans te forcer à adopter chaque détail comme un dogme. La valeur, c'est de comprendre le récit, d'identifier ses pivots et d'utiliser l'exercice pour améliorer ta capacité à analyser des hypothèses complexes. Si tu gardes une seule idée, garde celle-ci. Que l'histoire soit littérale ou symbolique, elle parle d'un même mécanisme. L'origine est un enjeu de pouvoir. Celui qui contrôle le récit des origines contrôle une partie de la vision du monde d'un peuple. Et c'est exactement pour ça que ces récits comptent. Pas parce qu'ils seraient exotiques, mais parce qu'ils touchent au cœur de l'identité. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi. Merci pour ton soutien.